Quelques propos de Marie-Catherine, hein, qui bien entendu était là ce matin et est parfaitement impliquée dans cette thématique. Plutôt des convictions à mon sens, et on a repartagé ça ensemble ce matin. La première conviction, c'est celle que la question des transitions, et plus particulièrement la question des transitions agroécologiques, embrasse très large. Voilà, elle va bien au-delà des simples questions techniques, agronomiques et zootechniques. Je pense qu'on en est tous convaincus. La deuxième conviction, et je pense que là aussi on en est convaincu, c'est que la transition agroécologique, ce n'est pas une affaire d'experts, elle nous appartient à tous. Et vous l'avez rappelé en creux de vos interventions, je pense que tout à chacun, on a la possibilité et le devoir de s'approprier les enjeux de cette transition. Et chacun à notre niveau, on doit pouvoir agir. Alors c'est notamment l'esprit qui a prévalu avec Enseigner à produire autrement dans sa deuxième version. Pour avoir eu la chance d'être dans Enseigner à produire autrement, première version, il me semble que c'était Stéphane Le Foll qui avait lancé Enseigner à produire autrement. C'était bien l'esprit dans lequel il voulait qu'on s'implique dans Enseigner à produire autrement, et ça devait bien être l'affaire de tous. Moi, je me rappelle avoir été en établissement en disant non, ce n'est pas que l'affaire des chefs d'exploitation, c'est aussi l'affaire des enseignants et de tous les enseignants, et pas uniquement les enseignants des domaines généraux. Une troisième conviction, mais là je vais vraiment répéter ce qui a déjà été dit ce matin et cet après-midi, c'est que pour faire vivre la transition agroécologique, il faut jouer collectif. Alors pour le coup, je l'ai dit moi-même, hein, on a la chance actuellement, mais il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est aussi parce que nos politiques, enfin c'est ce qu'on leur demande, c'est de voir devant. On a la chance effectivement actuellement de bénéficier d'un alignement d'un certain nombre de travaux qui nous permettent aujourd'hui, je pense, d'être en ordre de marche pour nous engager dans les actions. Alors, on a déjà cité le CPRDFOP, le projet stratégique 2040 de la Chambre régionale d'agriculture, et puis alors, également du côté du Conseil régional, le COPA, et puis bien entendu les actions du rectorat, et je l'ai cité tout à l'heure, le pacte et la loi d'orientation, la loi qui passera au Parlement prochainement. La troisième conviction, c'est que dans un contexte qui est possiblement anxiogène et insécurisant, alors ne serait-ce que le dire, ça rend peut-être encore plus le contexte anxiogène, faire vivre la transition, c'est donner la parole aux jeunes, construire une vision du futur et des imaginaires qui passent par la culture de l'engagement. Alors on laissera la parole tout à l'heure aux représentants des éco-délégués pour nous en parler justement de cet engagement que vous avez déjà largement évoqué, mesdames. Concernant les points d'intention, alors attirer votre attention sur le fait que l'année scolaire qui démarre va être consacrée, on l'a déjà dit ce matin, Marie-Catherine l'a dit, va être consacrée à l'évaluation du plan EPA2. Une attention particulière sur le porter à connaissance et valoriser les pratiques des acteurs en région. Marie-Catherine me demande de vous citer, parce que je n'ai pas l'information, mais de citer les rendez-vous des dialogues du vivant qui auront lieu au Lecta de Quetigny. Je ne sais pas si Béatrice Chevalreau est présente. Voilà, donc ne me posez pas de questions sur ce point-là, je n'en sais pas plus. Donc c'est le 15 novembre. Le 15 novembre en soirée, on va dire. Ok. Le deuxième point d'attention, c'est que pour ancrer des dynamiques collectives favorables, il faut renforcer les compétences techniques, mais il faut aussi renforcer les compétences psychosociales. J'ai croisé un certain nombre de collègues d'EduTer qui participent notamment à la rénovation des diplômes, et je crois que dans l'enseignement agricole, en matière de compétences psychosociales, on est engagé au travers de la rénovation de nos diplômes, notamment au travers du tronc commun du bac professionnel, mais sur l'ensemble des diplômes. Bon, vous dire que, voilà, on le disait ce matin, c'est vrai qu'on est dans un rythme de rénovation des diplômes qui est dense, hein, puisque depuis la loi de 2018, on doit rénover les diplômes tous les 5 ans. Ça peut être une source de difficulté, mais en tout cas, c'est une opportunité de nous obliger ainsi à mettre les diplômes à jour.
De la même manière, pour ancrer les dynamiques collectives territoriales, il faut renforcer l'animation des territoires. On aura une intervention tout à l'heure de Thierry Langouette et de ses collègues du secteur de la recherche et de l'INRAE qui nous parlera de l'AgroSmart Campus. Je pense que là, pour le coup, on est vraiment sur un projet qui est complètement territorial, qui est complètement en lien avec les problématiques qu'on a aujourd'hui. Et puis enfin, pour renforcer les dynamiques interministérielles, je souhaite véritablement insister sur les collaborations qu'on a avec l'Éducation nationale. On fait vivre une convention, excusez-moi, Éducation nationale, enseignement agricole. On est en train d'évaluer cette convention et de préparer la suite. Je crois qu'il faut continuer à s'appuyer sur cette convention. J'ai aussi assisté assez récemment à un conseil académique des délégués des élèves, auquel des élèves de l'enseignement agricole ont participé. On a parlé tout à l'heure des éco-délégués. Alors, à l'Éducation nationale, ce sont les... Oui, le CAC... Avec le conseil académique de la vie lycéenne. Alors, chez nous, on les appelle les éco-délégués, et c'est pareil à l'Éducation nationale. Merci, monsieur le recteur. Voilà, pour conclure, force est de constater que ces établissements d'enseignement agricole technique de BFC accompagnent et vivent les transitions, voilà, aux côtés de leurs partenaires et au plus près du terrain. Je vous remercie. Ça n'a pas été d'une fluidité extraordinaire. Je pense avoir rapporté les propos que voulait vous dispenser Marie-Catherine. Et puis, je vous propose maintenant d'écouter Cyril qui va nous faire un point sur l'avancée du prépa en Bourgogne-Franche-Comté. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire un petit point sur le plan EPA2. Alors peut-être rapidement, bon, la plupart d'entre vous le connaissent. Ce plan provient du projet agroécologique pour la France, hein, qui a été dessiné fin 2013, qui a donné lieu au premier plan EPA, enseigner à produire autrement, 2014-2018. Aujourd'hui, on a la version 2, 2020-2024. Effectivement, sa mise en œuvre début 2020 par les établissements a été un petit peu contrecarrée par l'épidémie. Ça n'a pas été évident de réunir les équipes, mais aujourd'hui, on a une déclinaison de la plupart des établissements, de toutes les familles de l'enseignement agricole de ce plan. Alors, si on peut aller à la diapo suivante, s'il te plaît. Encore celle d'après. Merci. Alors, en quelques mots, hein, les quatre grands axes du plan EPA2 sont les suivants. Le premier niveau d'action de PA2, c'est d'encourager les apprenants à prendre la parole, à réfléchir, à s'approprier les enjeux des transitions agroécologiques. Le deuxième niveau d'action de PA2, c'est la mobilisation de la communauté éducative. Alors, on pense évidemment aux enseignants en premier lieu, mais pas que. Les équipes techniques, et en cuisine notamment, peuvent également concourir à décliner les transitions agroécologiques. Troisième niveau d'action, ce sont les ateliers technologiques et les exploitations agricoles des lycées, comme support d'apprentissage, de démonstration et d'expérimentation. Et puis, là on le voit peut-être un petit peu moins bien en jaune, le quatrième étage de la fusée, c'est l'essaimage des pratiques et les collaborations avec les structures partenaires de l'enseignement agricole. Alors comment ce plan a été décliné par les établissements, que ce soit les établissements privés, les établissements publics ou les MFR. On a d'un côté une déclinaison sous la forme de la responsabilité sociétale des organisations, mais là tout à l'heure Xavier Paton va décliner la façon dont les MFR se sont appropriés ce dispositif. Et puis les établissements privés, les établissements publics ont dessiné un plan local, enseigner à produire autrement. Et si on prend un petit peu de recul par rapport à ces différents plans, ces différentes déclinaisons de PA2, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quatre leviers. Le premier, c'est préserver les ressources. Alors si tu peux de nouveau appuyer, s'il te plaît. Les établissements ont mis en œuvre des actions en faveur de la préservation des ressources, que ce soit l'air, les paysages, la biodiversité, l'eau, l'énergie, le sol, entre autres.
Deuxième niveau qu'on a pu observer, c'est produire et transformer autrement dans une perspective de durabilité. Alors on ne peut pas passer à côté de l'agroforesterie ici à Davaillé, hein, un gros projet en cours Vitaf, dont le kakemono est ici. Des actions en faveur du bien-être animal, développer l'autonomie fourragère, des actions également en faveur des économies d'intrants, que ce soit des intrants phytopharmaceutiques ou des produits vétérinaires, pardon, ou alors le développement de l'agriculture biologique ou des signes d'identification de qualité et d'origine. Troisième niveau de déploiement dans les établissements, c'est la consommation. Alors là, on va de nouveau retrouver... Reviens un petit peu en arrière, s'il te plaît. Encore. Consommer autrement, on va retrouver les aspects consommer bio et sous SICO. Certains établissements se sont largement intégrés dans les projets alimentaires territoriaux. D'autres établissements privilégient le développement de la restauration collective et en particulier à travers les circuits courts. Et puis le quatrième niveau, former les citoyens et producteurs d'aujourd'hui et de demain en les encourageant à participer à des débats et à discuter de sujets de controverse, à prendre des initiatives, à gérer des projets et à s'inscrire dans des actions de coopération internationale. Voilà, ça c'est les différentes actions qu'on a pu relever au niveau de la région, au niveau de la soixantaine d'établissements de l'enseignement agricole en région. Alors nous, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, au niveau du SRFD, on propose un plan régional enseigné à produire autrement, qui est sur la diapo suivante. Vas-y, encore un coup, s'il te plaît. Et qui consiste à 4 axes d'accompagnement. Hein. C'est un plan qui consiste à accompagner les différents aspects présentés sur la diapo précédente. Le premier d'entre eux, c'est former les acteurs de l'enseignement agricole, développer et promouvoir les actions de coopération internationale, rendre les apprenants éco-responsables et accentuer l'aspect transition agroécologique sur la formation des nouveaux personnels de l'enseignement agricole. Ensuite, c'est accompagner et impulser la mise en œuvre des actions de chaque plan local enseigné à produire autrement, en particulier à travers un travail de recensement des partenaires impliqués dans les thématiques pour en favoriser les collaborations. Troisième niveau, concourir à transférer l'innovation sur le terrain, valoriser la mission d'expérimentation et d'innovation sur les exploitations et les ateliers des lycées notamment. Il y a de nombreuses actions expérimentales qui sont conduites, qui méritent d'être davantage valorisées. Et l'idée, c'est que le SRFD accompagne la communication autour de ces actions. Favoriser les actions communes entre l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Alors tout à l'heure, Thierry Langouette va pouvoir intervenir sur l'AgroSmart Campus. On a eu une journée technique la semaine dernière qui a eu pas mal de succès, au cours de laquelle 130 de nos apprenants, des 3 familles de l'enseignement agricole, ont été accueillis sur la plateforme Cassis, sur la plateforme InRide Cassis, à Bretonnière, pour découvrir l'expérimentation sur les transitions agroécologiques. Donc là, c'est un exemple du partenariat entre l'enseignement technique et l'enseignement supérieur, et puis concourir à former les citoyens et producteurs d'aujourd'hui et de demain de tous bords, en favorisant les partenariats avec l'éducation nationale et en favorisant également les actions de communication en interne sur les actions menées et leurs résultats. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. On a un petit peu de temps, donc on peut prendre des questions. Merci à vous. Je vais rendre la parole à Franck. Oui, monsieur. Alors, le micro, parce qu'il y a une captation qui est en cours, donc à chaque fois que vous prenez la parole, vous levez la main et on vous apporte le micro. Oui, Thierry James Faker, président de la coordination rurale Bourgogne-Franche-Comté. Alors, c'est plus une intervention qu'une question. Dans la prise en compte en fait, des transitions écologiques, nous, on voudrait, en tant que représentants de la profession agricole, attirer l'attention de tous les enseignants sur le fait qu'il nous semble, alors je ne dis pas que c'est le cas dans l'enseignement agricole, mais il nous apparaît parfois
que le discours véhiculé dans un certain nombre d'établissements a tendance à privilégier une des deux jambes des transitions par rapport à l'autre. Quand je parle des deux jambes, je veux dire que face au changement climatique actuel, de notre point de vue, on a deux jambes vraiment différentes. Une première qui consiste à agir en amont de manière à ne pas amplifier les changements climatiques, et une deuxième qui consiste à agir en aval de manière à s'adapter à ces changements climatiques. Et on a l'impression que parfois, on a tendance à insister beaucoup sur la première jambe et à oublier un peu la deuxième. Et donc, voilà, moi, au nom de la profession agricole, je voudrais sensibiliser un peu tous les gens qui s'occupent d'enseignement sur cet équilibre nécessaire. Et en particulier, attendez, j'ai pris une ou deux notes pendant que vous parliez. Oui, moi j'ai vu parfois, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des tables rondes devant des étudiants. J'ai été atterré par les discours d'un ou deux enseignants qui étaient dans la salle et qui véhiculaient une image de l'agriculture extrêmement simpliste et extrêmement négative à la fois. En gros, le fameux cliché de l'agriculteur pollueur. Et voilà, et je voudrais vraiment attirer l'attention de tous les gens qui ont une charge d'enseignement là-dessus. Et je pense que ce qui est important, alors là en revanche, moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit quand vous avez parlé de débattre de sujets. De sujets de controverse. Je pense qu'effectivement, il est important que dans le discours qu'on tient à nos jeunes sur la transition écologique, on donne aux gens des éléments de manière à ce qu'ils se fassent leur propre vision et qu'ils puissent construire dans le débat et dans un débat contradictoire leur propre vision, et surtout pas rentrer dans une forme d'endoctrinement qui est un peu, moi, ce que j'avais ressenti quand j'étais allé intervenir dans un établissement scolaire qui n'était pas un établissement agricole, d'ailleurs. C'était une école d'ingénieurs. Mais voilà, où j'avais, de la part d'un certain nombre d'enseignants, des discours qui m'avaient vraiment interpellé. Voilà. Merci à vous. Merci à vous pour votre intervention. Est-ce que, alors Cyril, je ne sais pas peut-être, mais est-ce que dans la salle, certains collègues enseignants, chefs d'établissement, je vois aussi là-bas Estelle Veuillereau, Béatrice Degrange de l'Institut Agro, vous voulez répondre ou apporter une réponse à ce que vient de nous dire monsieur? Je pense qu'on peut être rassurant quand même sur la manière dont on aborde la thématique de la transition agroécologique dans nos établissements. Effectivement, il y a toute la place à la controverse et l'approche systémique. Béatrice, peut-être? Oui. Merci. Donc, Béatrice Degrange. Bonjour, Institut Agro et du terrain ingénierie. On était la semaine dernière avec un grand nombre de référents, enseignants, formateurs sur une semaine formés aux transitions et à l'agroécologie. On capitalise depuis un petit moment maintenant parce que c'est le deuxième plan. Je pense qu'à la fois sur les questions de posture, il y a un gros travail de fait au niveau des enseignants parce que c'est primordial pour pouvoir accrocher tous les élèves et pour les aider à rentrer sur ces questions-là. Sinon, ils sont butés et on n'arrive pas à travailler avec eux. Et on utilise aussi des grilles d'analyse, des concepts permettant de travailler sur qu'est-ce qu'on entend par durabilité, allant de la durabilité faible à la durabilité forte, qui interpelle aussi du rapport qu'on peut avoir à la nature et qu'on peut avoir aussi à la technique et à l'histoire du développement. Donc il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont développés, qui sont complexes depuis 2014 avec des expérimentations et avec des résultats quand même, je trouve, aujourd'hui assez intéressants et des enseignants formateurs assez au fait, même si ça doit être encore développé sur ces questions-là. Les expérimentations, elles continuent, elles se poursuivent, mais en tout cas, les outils, les ressources, les repères pour faire face à des empêchements d'agir des enseignants et pour permettre aux élèves, notamment, de pouvoir justement comprendre dans quelles situations ils peuvent se trouver, dans des situations de stage, analyser, décortiquer
les types d'agriculture et se faire un propre avis et travailler sur le raisonnement, la complexité aussi de l'agroécosystème et de son territoire me semble assez présent aujourd'hui dans les établissements. Merci beaucoup pour cette réponse. Il est 14h45 passé. On va passer à la... Alors je regarde Cyril. J'avais proposé à Cyril qu'on co-anime, mais parce que Cyril est tout aussi à l'aise que moi sur la programmation de ce séminaire. On tenait vraiment là dans cette deuxième séquence à vous présenter je vais me rapprocher du titre, ça va être plus simple, à vous présenter deux expériences intéressantes de manière d'aborder la transition agroécologique dans les établissements. Et donc, je vais demander à monsieur Xavier Paton, alors directeur adjoint de la Fédération régionale des MFR, de nous rejoindre à la tribune et puis même au pupitre, si vous en êtes d'accord, monsieur Paton, pour démarrer. Et puis dans le même temps, je vais demander à monsieur Pierre Bouvray, du CNEAP, donc Conseil national de l'enseignement agricole privé, de nous rejoindre également à la tribune. Donc l'intention au travers de cette deuxième partie de témoignage de l'après-midi, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on peut utiliser la transition agroécologique comme outil de gouvernance et comme outil de pilotage des établissements. Donc une première démarche, alors je ne sais pas ce que vous avez sur vos notes, moi sur les miennes j'ai RSE, mais là c'est pas une démarche RSE qu'on va vous présenter, c'est une démarche RSO. Donc voilà, monsieur Paton, vous allez nous parler pendant un petit moment de la démarche que vous avez engagée, une démarche RSO, donc vous n'êtes pas rentré directement par enseigner à produire autrement, vous êtes rentré à mon sens de manière plus globale et vous avez traité le sujet. Et puis on laissera ensuite la parole à monsieur pour... alors ça sera une redite parce qu'on avait déjà assisté à votre intervention une première fois et ça nous semblait important de pouvoir en profiter à nouveau aujourd'hui. Cette fois-ci, ça sera sur, je ne me trompe pas, comment le concept ESR participe à la gouvernance de la TAE. Alors je suis allé chercher ce que voulait dire ESR, peut-être vous le savez vous-même, je ne vais pas vous le dire maintenant, je laisserai monsieur vous le dire. C'est une démarche quelque peu scientifique et voilà, vous nous présenterez à grand renfort de diapos tout ce que vous avez fait. Vous avez la parole pour... alors on m'a dit... 3 quarts d'heure, on m'a dit, c'est ça? 3 quarts d'heure, c'est ça, oui. Entre 8 et 12 minutes. Ouais, c'est ça, on avait dit, ça va le faire. J'ai cru comprendre que c'était ça. Ouais, ça va le faire. Bonjour à tous, enfin ceux que je n'ai pas encore vus. Donc j'interviens au titre des maisons familiales, les 29 maisons familiales du réseau de Bourgogne-Franche-Comté. Puis peut-être pour commencer, en discutant avec Cyril, je trouvais intéressant de se reposer la question de la transition. Avant de parler de transition écologique, etc., il y a le mot transition, c'est passer d'un état A à un état B. Ça prend du temps. Et souvent, on voudrait arriver au résultat avant d'avoir fait la démarche. Donc moi, je propose de vous présenter un petit bout de démarche en reprenant, en vous expliquant d'où on est parti. Et puis, je me suis nourri de quelques propos de ce matin dans l'atelier dans lequel j'étais prodige, et puis de ce que j'ai entendu de la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, qui parle bien par rapport à mon intervention. Alors peut-être dans les maisons familiales, donc c'est bien la RSO, responsabilité sociétale des organisations. Il y a la RSE d'un côté pour les entreprises, niveau économique, et puis il y a la RSO quand on est organisation. Donc nous on a voulu entrer dans la démarche RSO de façon un peu plus globale en créant un label MFR, donc Lucie 26000, qui intègre aussi Calliope. Et puis on s'est dit, on peut entrer par les grands labels, par Calliope, mais ce qui est aussi essentiel, c'est d'induire une volonté politique de pilotage d'associations. Donc derrière tout ça, on a aussi travaillé les projets de chacune des associations, de façon à ce que vraiment ce soit une responsabilité sociétale qui implique plusieurs acteurs dans la mise en œuvre des enjeux de demain pour être sur les deux jambes, comme je l'ai entendu juste avant. Donc la quasi-totalité des maisons familiales ont engagé la démarche, et puis une très très large majorité, presque la quasi-totalité aussi, ont déjà été auditées pour être auditées avec succès pour obtenir ce label. Alors, ce matin, dans l'atelier prodige, on nous a parlé d'une démarche globale qui s'inscrit dans une responsabilité sociétale. C'est incroyable. On m'a demandé d'intervenir là-dessus cet après-midi, et ce matin, l'animatrice me dit la même chose. Et
elle précisait qu'on ne peut... Alors j'ai oublié son nom, désolé, mais... elle précisait qu'on ne peut pas, et qu'il ne faut sans doute pas, intervenir au même niveau partout et en même temps. En fait, elle a imagé la loi de Pareto, la loi des 80-20. Elle disait vaut mieux travailler sur les 20% qui vont développer 80% de résultats de succès, plutôt que de vouloir courir après tous les lièvres et ne toucher que 20% de résultats. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Alors moi, je vais essayer de vous parler un tout petit bout. Je vais vous montrer un tout petit bout des 20%. Mais un tout petit bout parce que quand vous allez voir ce que c'est que la mise en œuvre de la RSO, si je développe tout, je n'aurai pas assez des 3/4 d'heure qui ne me sont pas alloués. Alors c'est une démarche qui est très intéressante, qui est ultra pertinente parce qu'elle implique tous les acteurs. Elle amène et elle a pour but de déboucher sur des actions concrètes. Donc tout un écosystème, et là je reprends le propos de la DRAF tout à l'heure, tout un écosystème qui est mobilisé pour reprendre l'ensemble des actions. Alors on va dérouler le diaporama. Alors c'est écrit tout petit, puis c'est pas très net. Peut-être se dire un petit peu en quelques mots le référentiel Lucie MFR. En fait, il reprend 6 engagements. Donc si je détaille tous les engagements, dans ces engagements, pour pouvoir les mettre en œuvre, on a identifié 19 principes d'action. Donc vous voyez que ça multiplie encore un petit peu. Et puis pour ces principes d'action, il y a 66 thématiques d'initiatives responsables qui viennent se mettre en œuvre. Donc en fait, on a travaillé avec les équipes, avec les conseils d'administration, avec l'ensemble des acteurs, les familles, etc., sur l'ensemble de ces engagements, et on a allé chercher les thématiques dans lesquelles on avait envie de bosser en maison familiale avec les jeunes. Donc, plutôt que de vous expliquer en long et en large l'intérêt de la RSO, j'ai choisi de vous présenter par engagement, pour les 6 engagements, je vous présente une action concrète, donc une action, et puis s'il y a besoin, ben on déroulera après. Donc là, c'est tous les engagements avec les 19 principes d'action, et je propose qu'on passe directement à la diapo suivante parce que c'est écrit tout petit. L'engagement 1, il correspond, en fait, il a pour objet de mettre en place une gouvernance associative responsable. Et quand on parle de gouvernance associative, chez nous, c'est les projets d'association qui prévaut sur le projet d'établissement. En tout cas, il englobe le projet d'établissement. On ne peut pas faire qu'un projet d'établissement si, d'une part, les familles qui sont adhérentes à nos assos, elles ne se posent pas la question de ce qu'elles veulent pour leur territoire et ce qu'elles veulent pour leurs enfants. Et comment est-ce qu'on veut qu'on accompagne nos ptios, comme je le dis souvent, à ces transitions. Donc, dans le tir 1, par exemple, qui correspond au principe d'action numéro 2, il y a un élément qui s'appelle intégrer la RSO dans le pilotage de l'association. Donc en fait, on est en train de tourner dans les 29 associations du réseau des maisons familiales rurales pour aider à la réécriture du projet d'association en se disant comment est-ce que dans chacune de nos maisons, la question de la RSO et des transitions, du respect de l'agroécologie, etc., on va le mettre en œuvre. Donc c'est un travail conséquent, mais qui est fort intéressant parce que là, quand on parle de projet d'association, il faut qu'on aille interroger le territoire, nos maîtres de stage, il faut qu'on aille interroger les familles, il faut qu'on aille interroger les jeunes, il faut qu'on aille interroger donc, la profession. Et donc ça prend beaucoup, beaucoup de sens et le temps consacré est source de résultats très pertinents. Le deuxième engagement, alors je vais le lire ici parce que sinon je ne vais pas y arriver, il développe les relations et les conditions d'un travail responsable. Et donc là, j'ai choisi de vous parler du deuxième principe d'action, faire vivre les relations au sein de l'association et le dialogue social. Et il y a un des tirs qui dit favoriser les relations de travail au sein de l'association et les interactions entre les membres de l'équipe et les administrateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les enseignants, puis de l'autre côté les équipes d'administrateurs, etc. On est bien tous responsables des transitions qui sont en train de se passer et on ne peut pas dissocier, dire aux uns voilà ce que vous devez faire et puis pas mettre la main à la pâte. Donc en fait, un des exemples d'une maison, une création d'une commission RH qui associe des administrateurs, le membre du CSE, et au besoin,
les salariés pour traiter des embauches, des départs, donc rencontres en amont pour saisir le sens du départ. On constate que dans nos systèmes, dans nos organisations, globalement, on dit que les gens s'engagent sur moins longtemps, qu'il y a beaucoup de turnover, que la question de l'emploi aujourd'hui, avant on était content de signer un CDI, et aujourd'hui les gens ont peur de signer des CDI. Donc l'idée de cette commission, dans cette association-là, c'est de se dire quand quelqu'un nous dit qu'il s'en va, on ne le laisse pas partir sans lui demander pourquoi. Et on essaie de comprendre ce qui peut être fait, qui pourrait améliorer la dynamique au sein de l'association et au sein de l'équipe éducative. Le troisième engagement, il correspond donc à préserver l'environnement. Alors là, on pourrait en parler en long, en large et en travers parce qu'il y en a plein. Alors étonnamment, c'est celui qui a le moins de principes d'action. Et dans les principes d'action, prendre en compte l'environnement dans les activités de l'association. Donc j'ai choisi aussi une autre action concrète, c'est ce qui est fait avec des CAPASAP verts, où en fait, dans une de nos maisons familiales, dans le cadre de la formation, les CAPASAP verts ont travaillé à l'élaboration d'une cartographie des fournisseurs locaux. Donc c'est assez intéressant, dans nos maisons, elles sont de petite taille. Ils sont allés regarder, c'est dans un milieu très reculé de la Haute-Saône, ils sont allés regarder quels étaient les fournisseurs locaux. Elles ont fait la cartographie, elles ont pris contact avec chacune. Alors je dis elles parce qu'en SAP vert, on a plus de filles que de garçons, mais il existe quand même quelques garçons. Et comme ça associe du service et que ça associe du commerce, eh bien, elles sont allées rencontrer l'ensemble des fournisseurs locaux et elles ont mis, pour le compte de la maison familiale, une convention de partenariat pour que l'alimentation, les achats alimentaires soient privilégiés avec les acteurs locaux. Donc ça, c'est une mise en œuvre très simple de ce qui peut être fait. L'engagement suivant, il correspond à développer l'éthique dans les relations partenariales avec les fournisseurs. Donc c'est les mises en œuvre d'interactions constructives et saines entre associations du réseau. On a en place au niveau des maisons familiales, chaque maison familiale est indépendante, mais on travaille en réseau. Donc on répond aussi à des demandes du conseil régional entre autres, mais pas que, sur les besoins du territoire et le besoin d'accompagnement des personnes qui pourraient quelquefois être éloignées, très éloignées de l'emploi, invisibles, etc. Et on a par exemple un parcours 3D qui a été mis en place, qui est piloté par une maison, mais qui est déployé dans plusieurs. Donc une obligation de travailler en commun sur les projets transversaux, sur des thématiques, de façon à ce que ça fonctionne bien. Et ça reprend évidemment les questions de qualité, les questions de procédure administrative et toutes les relations éducatives. Et quand on parle de transition, d'agroécologie, de développement durable, souvent on pense environnement, enfin heureusement on pense environnement, puis on pense nature, etc. Mais le développement durable, c'est aussi le développement durable des personnes. Et comment est-ce qu'on assure que les personnes de demain, elles vont être suffisamment bien dans leur basket pour pouvoir œuvrer et continuer la transition qu'on est en train d'engager, ou les transitions qu'on est en train d'engager. L'avant-dernier des engagements, c'est accompagner chaque personne dans le cadre de son projet d'éducation et de formation. Sur le principe d'action 14, favoriser le faire vivre ensemble et la vie résidentielle. Nos maisons familiales accueillent exclusivement des internes. L'internat est privilégié. Donc, comment est-ce que ça se met en place dans la formation et la pédagogie ? Eh bien, par exemple, dans une maison, la maison a créé un poste de référent éducatif. Alors, quand on le dit comme ça veut tout dire, puis ça veut rien dire, mais dont la mission vise à créer du lien entre les temps de la journée et les temps de la veillée. Alors, au-delà de ça, l'organisation l'a mise en place d'un lieu de ressourcement où les jeunes qui ont besoin d'un temps en off peuvent venir souffler, s'extirper du groupe classe, confier leur mal-être avant de retourner dans le collectif. Ça peut donc ainsi contribuer au bien-être du vivre ensemble en réduisant les tensions entre les jeunes. Et puis, donc, ça permet de travailler sur l'ancrochage parce qu'on sait bien que dans nos maisons, ils sont 7 heures de cours, enfin, ils sont 7 heures en situation pédagogique, mais ils sont beaucoup plus que, alors 7 x 5, 35, admettons 38. Si vous prenez le temps d'arriver du matin, les temps de repas, les temps de soirée, les temps de nuit, etc., ils passent beaucoup plus de temps en dehors de la salle de classe que dans la salle de classe. Et s'il n'est pas bien dans ces temps en dehors de la salle de classe, il y a un risque fort qu'on les perde et que ce soit des petits qui se sauvent, ceux qui ne sont pas bien. Et puis le dernier engagement sur lequel
je vous propose de présenter. Il vise le développement local et l'intérêt général. Et le principe d'action numéro 7 contribue aux conditions du développement territorial. Relier la conduite des activités de l'association aux ressources, aux activités spécifiques du territoire. Donc, un des exemples, afin de reconnaître la maison familiale et sa spécificité équine, ça permet peut-être à certains de savoir de laquelle on peut parler. Création d'une commission de travail qui a pour but de créer un salon professionnel autour des métiers du cheval. Manifestation qui se voudra ouverte aux professionnels du territoire, aux familles et aux autres familles de l'enseignement, de façon à ce que, eh bien oui, le territoire soit quelque chose où en fait il y a un réel maillage entre tout le monde. Voilà, ça c'est quelques tout petits exemples, parce que sinon je vais vous saouler, de ce qui pourrait être mis dans le cadre de la RSO. Et à travers ça, on va travailler le projet d'association, on va travailler le plan EPA2, enfin EPA1, EPA2, on continue là-dessus. Alors, je crois que je suis à la dernière diapo, si je ne dis pas de... Hein, c'est ça, je suis juste. Hein. Puis j'ai dû tenir mon temps. Donc, je l'ai dit, c'est pertinent, c'est intéressant, ça associe les acteurs. D'habitude, on finit par ce qui est positif. Moi, je vais finir par ce qui est un peu négatif. Peut-être pour qu'ensemble, on prenne conscience de des enjeux de demain. Peut-être le petit bémol que j'ai envie de dire, c'est que si cette mise en œuvre elle est soumise à plein d'intérêts, la démarche administrative pour arriver à ces 6 exemples-là, c'est une galère absolue. Et je trouve qu'on passe de plus en plus de temps à démontrer ce qu'on fait plutôt qu'à le faire. Et je trouve dommage, et je pense que là je regarde mes collègues, enfin pas mes collègues, les gens du conseil régional, les politiques, les gens qui nous accompagnent, à se dire, voilà, il y a des moyens à mettre, la confiance n'empêche pas le contrôle, mais quand il y a plus de contrôle et de sujets, de travail, de réaction, de gens qui viennent auditer, qui nous redemandent telle pièce, on n'en finit plus, et bien résultat des courses, on constate que de temps en temps, la RSO, dans certaines de nos maisons, ça nous gave et ça devient juste un sujet. Et c'est dommage que ça devienne le sujet où le terme RSO soit épidermique, alors que l'intérêt de la RSO est juste génial. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que j'ai fait mes 8 minutes. Je pense qu'on peut applaudir. Merci. Voilà, Cyril passe le micro à Monsieur Bouvray. On va vous écouter dans la foulée et puis on vous posera des questions à tous les deux. Merci Monsieur Paton pour cette démarche, présentation d'une démarche très intégrative. Et Monsieur Bouvray, c'est à vous. Donc pour 8 minutes, m'a-t-on dit ? 8 minutes, oui. Bien. Merci. Pas de souci. Merci à vous. Bonjour à toutes et à toutes. Voilà le sujet qui m'a été proposé, de faire un retour d'expérience, un témoignage sur la grille ESR. On va revenir à ces 3 lettres magiques qu'on a essayé de confronter, qui a été un point d'appui pour la mise en place de notre PLEPLA au sein du lycée La Salle Levier. En fait, quand on engage un collectif dans les transitions agroécologiques, se pose très vite la question de qualifier le niveau de transition, d'en prendre conscience également, et puis d'identifier une stratégie qui semble la plus adaptée. Très vite, vous voyez sur la diapo, 1996, j'avais évoqué ça l'année passée à l'AG de la DRAF, Il et Macré ont proposé cette grille dite ESR, E comme efficience, S comme substitution et R comme reconception. Dans la salle, beaucoup connaissent ces 3 lettres. En fait, ça permet de cibler des formes fortes, des formes faibles, on va dire comme ça, plus faibles, d'agroécologie. Ça évite notamment les jugements du type c'est bien, c'est mal et autres. Voilà. Donc récemment, l'INRAE, il y a des gens de l'INRAE ici présents, ont repris le concept et puis Réseauthème également, en approfondissant la partie, voilà, le diapo est un peu mangé sur la partie gauche, mais sur la partie reconception, là aussi en définissant 3 niveaux. Un niveau agroécologie faible, c'est juste de la reconception technique, et puis la reconception agroécologie forte, là on est dans le temps long, on est dans la complexité, on repense l'intégralité du système biotechnique par exemple. Et puis la reconception en transformation radicale, bon ben là on est dans du changement, de la délocalisation, du changement d'espèce, de ce type de choses. Voilà.
Et voilà un petit peu pour la définition. Une fois qu'on a posé ces 3 choses, il reste à savoir quelle est la meilleure trajectoire pour mettre en place ces transitions. Donc là, on peut voir sur la diapo suivante, mais pour simplifier, voilà, à partir d'une situation initiale, j'ai relevé 2 grands types de trajectoires, c'est-à-dire celle de droite, elle mêle tout à la fois de l'efficience, de la substitution et de la reconception, avec la possibilité de faire des allers-retours. Et puis celle de gauche, eh bien, un petit peu le grand soir, on pourrait dire, on passe directement de la situation initiale à la reconception, qu'elle soit forte ou faible. Donc j'ai mis un petit R-, puis un petit R+. Voilà, ce n'est pas des groupes sanguins. Voilà, un petit peu ce mélange-là. Mais ce qui est important au-delà des 3 lettres et puis de ces définitions, c'était surtout de voir que le collectif est engagé, que tous et toutes dans les établissements, les acteurs se sentent concernés et enfin qui partagent bien sûr un cap commun. Alors le lycée La Salle Levier s'est doté d'un play-plat qui est passé au conseil d'administration, je crois, en juillet 2022. Voilà, il y a 5 axes principaux. On a été suivi, entre autres, aidé, épaulé par l'organisme de l'IFEAP. Et si vous voulez, notre point de départ, notamment à EPA 1, pour faire du lien avec les interventions précédentes, ne vous inquiétez pas, ça va se construire au fur et à mesure, c'était de ne pas atteindre de l'autonomie fourragère. Je pense que Cyril, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, on n'avait pas d'autonomie fourragère sur nos ateliers technologiques, qui sont composés d'une cavalerie de 35 chevaux, une quinzaine de bovins, une 50aine de brebis Suffolk suitées, et puis de panneaux photovoltaïques ici. Voilà, on avait un achat de fourrage régulier, et puis malgré l'idée d'avoir une fertilisation douce autour de 20 unités d'azote, malgré ces dispositifs-là, on n'arrivait pas à atteindre l'autonomie. Et l'idée était la suivante, c'était d'arrêter totalement la fertilisation minérale, on se mettait dans ce défi-là, d'arrêter les achats de fourrage, pour une partie, voilà, ici, et puis tout en conservant des leviers assez limités, puisque pour les besoins de travaux pratiques, de pratiques professionnelles, on ne pouvait guère baisser en effectif. Il nous fallait satisfaire à tous les heures de formation. Donc ceci nous a permis, c'est en vert, d'atteindre l'autonomie en utilisant 3 grands leviers. Bien sûr, une meilleure valorisation des effluents et puis une couverture de fosse, donc en utilisant le co-compostage. De l'innovation dans les réunions, la mise en place par exemple d'un échange foin contre fumier. Alors là, ça a fait preuve un peu d'innovation parce qu'on avait beaucoup de fumier pailleux, donc on a pu trouver une alternative à cette situation-là. Et puis ici, vous avez en bas à droite une 3e type d'action. Là, c'est un essai MOA trèfle d'Alexandrie avec 5 outils différents du déchaumeur, du scalper des chômeurs, pour éviter d'avoir recours au labour lourd. Je vous dis ça parce que sur la diapo suivante, on va voir que ces actions vont mélanger et de l'efficience et de la substitution, puis parfois les deux. Il y a d'autres actions sur le lycée. J'ai extrait quelques-unes qui vous illustrent un peu notre démarche. Donc en fait, nous avons utilisé la partie droite, c'est-à-dire un mélange d'efficience de substitution pour tendre vers de la reconception. Et ce qui est fort intéressant, ça va être l'étape d'après. Alors, si vous me suivez, j'avais prévu, parce que ma diapo est courte, là en haut à droite, en haut à gauche, pardon, excusez-moi, ça ne va pas aller, c'est la diapo identique, mais identique à la précédente, mais en plus petit. L'idée était la suivante, c'est que c'était une vraie porte d'entrée. Ça nous a permis, cette approche-là, si la transition agroécologique, c'est arriver à faire avec ce que la nature nous donne, puis en bouclant un maximum de cycles, ça nous a permis de boucler de nouveaux cycles. Notamment, voilà, j'en ai cité quelques-uns ici, qui peuvent être celui de la valorisation de nos agneaux de boucherie dans la restauration du lycée, et puis de générer d'autres petits groupes, d'autres petites boucles du type recyclage de nos déchets au GAEC de l'Aurore, à Renier, en méthanisation maraîchage bio. Alors sur la valorisation des agneaux au sein de la cantine scolaire, il y a une petite erreur là sur le nom de la restauration, c'est que ça mobilise beaucoup d'intervenants. C'est la complexité des changements ici qui est illustrée. Et puis enfin, j'avais mis 2 autres petites actions
qui est la réduction des intrants, notamment en produits antiparasitaires, même l'abandon, qui avait été illustré par la classe de Bac Techno sur le Festival des solutions écologiques. Et des boucles nouvelles viennent se greffer, comme l'intégration d'une équipe du COPIL dans les travaux du PAT du Grand Pontarlier. Et puis on a une équipe aussi qui est engagée, qui suit de près les travaux du programme LIFE 2 au niveau climat tourbière, donc voir un petit peu ce que ça peut générer derrière. Alors, vous inquiétez pas sur la diapo suivante. Je voulais juste vous montrer que ça concernait l'ensemble des acteurs du lycée, la plupart des classes. C'est ça que je voulais illustrer. Et puis, donc c'est ce qui a été rajouté en violet ici. Bac Techno, vous avez les BTS, par exemple, et puis les 4-3, puis l'ensemble des acteurs du lycée au niveau de la restauration. Et puis aussi, ça arrose, on pourrait dire comme ça, en période de sécheresse, oui, les différentes actions de notre plaie plat que j'ai numérotées, la 26, la 16, la 14, etc. Donc en fait, la diapo suivante nous montre qu'on a utilisé la voie de droite. Sur la voie de gauche, qui est de passer de la situation initiale à la reconception, là, ce sont plutôt les étudiants de BTS Axe, notamment dans le module M59. Le module M59, voilà, où la méthode, la grille ESR est placée dans les recommandations pédagogiques. Et ces étudiants nous proposent au comité de direction tous les ans 8 prototypes de reconception de systèmes, de nos ateliers. Bien sûr un diagnostic, bien sûr de départ, un système biotechnique qui est innovant, et puis une étude de faisabilité. Ils vont jusqu'au seuil de rentabilité. Donc ils essayent voilà, alors il y a des différents dossiers, ça se présente sous cette forme-là. Et voilà, on remplit bien l'axe 1 de EPA2, où on les sent impliqués et ils font preuve de génie et vraiment de belles idées, on pourrait dire comme ça. Pour conclure, je voulais juste vous dire que voilà, ça relève quelques actions, il y en a d'autres. Voilà, comment passer de formes faibles à des formes fortes. Je pense que la grille ESR permet de penser reconception, mais on sait que pour atteindre cette reconception, il faut passer par ou mobiliser des savoirs de transition en efficience, en substitution. Et puis la difficulté, c'est qu'on va toucher l'incertitude et la complexité, parce que cette reconception n'est pas un objet connu d'avance. Donc là, j'ai terminé par nos jeunes, c'est la classe de 3e qui, à la journée de rentrée, vient prendre pied dans l'établissement au niveau des ateliers technologiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Bouvray. 8 minutes, hein, c'est ce que m'avait dit Cyril, c'est impeccable. Alors je suppose qu'il y a beaucoup de questions à la fois sur la démarche présentée par Monsieur Paton et par Monsieur Bouvray. Vous êtes très inspirant. Moi, je suis très impressionné par... j'imagine que derrière ces 8 minutes chacun de présentation, il y a un travail considérable qui est fait par vous-même, intuité personnée, je veux dire. Et vous dites qu'il y a des équipes derrière, mais je pense que vous êtes les porteurs de ces projets. Alors, je ne sais pas combien de temps vous disposez, Monsieur Bouvray, en tant que référent EPA2, mais je ne pense pas que ça couvre la mise en œuvre de la stratégie ESR sur... Enfin, c'est bon, pardon. Oui, en termes de... Hein. Oui, non, mais en fait, c'est ce que j'ai à un moment dans le diaporama, j'explique que l'équipe éducative, l'ensemble des acteurs du lycée sont engagés. Donc après, voilà, on n'est pas en train de compter, mais on sent qu'il y a un grand mouvement. Enfin, moi, je dis pour le lycée, qui traverse le souci d'essayer de faire au mieux ces transitions. Voilà, je répondrai comme ça. Monsieur Paton, de votre côté, un gros engagement aussi de... Moi, j'ai eu beaucoup de chance, comme je suis directeur adjoint. J'ai pas de temps, je prends le temps que je veux. Oui, ça prend beaucoup de temps, mais moi, mon métier, c'est d'accompagner les associations. Donc, je ne sais pas si c'est dans de l'EPA2, si c'est... Enfin voilà, c'est aussi une démarche globale d'accompagnement des structures, des collègues. Je m'occupe de la formation des salariés, donc quand je suis en pédagogie, je parle d'EPA, d'agroécologie, même si je ne suis pas un spécialiste de ça. Ça prend quand même, en tout cas, ça couvre une grosse partie de mon travail, puisque c'est à tous les carrefours de notre métier, quoi. Merci pour vos réponses.
Alors, on a 10 minutes. Je vous propose qu'on prenne quelques questions dans la salle ou quelques commentaires comme monsieur a fait tout à l'heure. Qui se lance? Monsieur à droite de Thierry, pardon. Merci, oui, merci Étienne. Question à Pierre, c'est comment les étudiants ont été impliqués dans le processus et comment ils s'en emparent. On a entendu ce matin dans le groupe qu'on avait des fois dans ces structures des étudiants qui étaient fils d'eux et plutôt sur des pratiques conventionnelles intensives. Comment on arrive face à ces étudiants-là à les rendre curieux, pas forcément à adhérer, mais au moins à les rendre curieux sur des systèmes que je qualifierais d'alternatifs? Je vais peut-être témoigner parce que je suis enseignant en BTSAC, donc c'est peut-être voilà, mais sur la diapo la dernière là où ils sont en construction de prototypes, ben en fait on est surpris. Alors, c'est un module qu'on enseigne plutôt en fin de formation et ils se sentent dans l'établissement, il leur appartient quelque part. Et ils se sentent un peu dépositaires de laisser une trace. On serait parti sur ça et voilà, il n'y a pas de question de s'impliquer ici. Après pour les plus jeunes, ça va être plutôt par le geste professionnel. Et puis aux encadrants de rappeler le sens un petit peu de ce qu'ils font, voilà, des petits rappels comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait une recette. On a placé dans notre plat aussi l'importance des sciences humaines, je crois que ça avait été évoqué précédemment. Les enseignants de SC, les enseignants de SC ont aussi ce souci-là de rentrer par des projets plus culturels. Voilà, je pense qu'il y a une mosaïque d'actions. Et peut-être moi je témoignerai personnellement ici, je suis toujours surpris parce que je pense qu'on a toujours la question des CCF, des programmes à remplir, tout ça, et parfois on ne leur laisse pas forcément assez la liberté. Et je pense que quand j'ai lu le premier axe de PA, ça me dit oui, mais au fait c'est les jeunes qui doivent, voilà, parce que c'est eux qui peuvent voir, il faut qu'ils vivent en fait, il ne faut pas qu'ils voient, il faut qu'ils puissent vivre les moteurs et les freins, les obstacles au changement. C'est eux qui doivent être les mains dans la pâte, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, dans le cambouis. Et voilà, alors des fois c'est à l'échelle d'un dossier, mais on les sent concernés. Oui, voilà. Merci. Je ne suis pas un spécialiste en sciences de l'éducation, mais je pense que enseigner à produire autrement est un puissant levier doit renfermer en lui-même un certain nombre d'éléments très forts de l'implication des jeunes, de tout ce qui tourne autour de l'apprenance et de l'engagement des jeunes dans leurs apprentissages. Je pense qu'on est le EPA en tant que modèle enseigner à produire autrement mériterait bien une analyse un peu scientifique de tout ce que ça a pu apporter à nos jeunes sur la manière dont ils ont abordé l'ensemble de leur savoir au cours de leurs 2, 3 ou 4 années passées dans nos établissements. C'était dense, en tout cas un grand merci à vous. Voilà, je pense qu'on peut vous applaudir.